Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence sur carbone et stratégie RSE. Quel niveau d'ambition pour quel impact? Donc Tenaxia, on est éditeur de logiciels et cabinet de conseil pour la performance des entreprises et de leurs investisseurs. Et donc pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous accueillons Flora Schmittlin, donc qui est groupe CSR Manager chez Bell, notamment en charge des sujets carbone et eau. Donc l'ambition de notre conférence aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger sur comment finalement une entreprise arrive à un niveau quand même assez expert sur ces sujets, d'où elle part, comment elle construit au fur et à mesure la démarche, quelle gouvernance associée, quels moyens mettre en œuvre, quelles sont les différentes étapes, et également quel effort apporter sur peut-être certains sujets plus que d'autres, et aussi faire un point sur une stratégie RSE, bien évidemment pour beaucoup d'entreprises c'est le carbone, mais il n'y a pas forcément que le carbone non plus, il y a d'autres sujets. Donc comment on imbrique aussi tout ça, comment on gère plusieurs sujets en parallèle éventuellement, et quel niveau justement d'effort pour quelle ambition. Donc Flora, peut-être... merci déjà de votre présence. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et puis présenter peut-être le groupe Bell qu'on ne représente plus vraiment, mais quelques peut-être informations dessus. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc Flora Schmittlin. Donc j'ai la chance d'être de leader la stratégie climat du groupe Bell, donc toute la stratégie de décarbonation et également la stratégie de séquestration. Je m'occupe également du pilier eau, sur lequel on est en train d'avancer très fortement sur toute la chaîne de valeur. Voilà en quelques mots. Et du coup, pour présenter le groupe Bell, qui est un groupe familial de plus de 150 ans, on est aujourd'hui sur la 5e génération. Un groupe qui est présent dans 126 pays avec une trentaine d'usines, et on a presque 11 000 collaborateurs, et vous nous connaissez certainement sur nos métiers historiques du fromage, avec des marques comme La Vache qui rit, Kiri ou Babybel. Mais on s'est également développé sur le marché du fruit, avec notamment la marque Pompot ou Go Go Squeeze, et de plus en plus sur le végétal. On a lancé notamment il y a 2 ans une marque qui s'appelle Nourish. Donc notre mission, c'est d'offrir à nos consommateurs des produits sains et responsables pour tous. Donc c'est vraiment une mission qui s'inscrit complètement dans la signature que nous avons depuis quelques années maintenant, Bell for All for Good. Et pour vraiment appuyer cette mission, donc nos 2 jambes pour remplir cette mission, c'est à la fois d'être responsable et profitable. Donc c'est important de comprendre que pour nous, c'est vraiment sur le même niveau d'importance, donc d'offrir, d'avoir une entreprise prospère, avec un business profitable et qui fait de la croissance durable, tout en ayant un impact positif sur la planète et ses habitants. Et une des manières, une des manifestations la plus parlante, je trouve, de notre manière de faire de la RSE chez Bell, c'est justement qu'on a réuni le département RSE et le département finance sous une même personne. Donc c'est pour ça que je vous dis, on met effectivement la profitabilité au même niveau d'importance que la responsabilité. Voilà, on a un Chief Impact Officer. Ça fait longtemps que vous avez cette organisation justement avec ce Chief Impact Officer. Oui, ça fait 3 ans. 3 ans, et effectivement, je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais effectivement, ça a été un vrai levier aussi d'accélération pour permettre à l'ensemble de nos collaborateurs de parler carbone comme on parle d'euro. Très bien, merci pour cette présentation du groupe Bell. Alors peut-être sur la partie stratégie RSE et notamment carbone, si vous pouviez aussi nous présenter finalement où vous en êtes déjà aujourd'hui, quels est un peu les résultats aussi de cette stratégie carbone. Alors, on a 5 piliers RSE, enfin plutôt 6. On a tout ce qui est offrir des produits sains avec le pilier Healthier Food.
Désolée, je vais utiliser de temps en temps des mots anglais. On a tout ce qui est le pilier agriculture durable, avec notamment l'agriculture régénératrice, le pilier packaging responsable, le pilier sur la lutte contre le changement climatique et enfin l'accessibilité pour offrir au plus grand nombre nos produits. Et tout ça, bien évidemment, en s'assurant du bien-être de nos collaborateurs, de nos communautés. Donc là, je vais du coup rentrer plus précisément sur le pilier sur la lutte contre le changement climatique. Donc notre ambition, elle est de réduire nos émissions de la ferme à l'assiette, alignées sur la trajectoire 1,5 degré. Donc ça veut dire en gros de réduire d'un quart nos émissions entre 2017 et 2035 en valeur absolue. Cet objectif, il a été validé par le Science Based Targets en mars 2022. Et l'objectif, c'est vraiment de réduire au maximum, de façon à atteindre un seuil d'émissions incompressibles, parce qu'on sait bien, même si on met en place beaucoup d'innovations et de pratiques pour baisser les émissions de méthane de nos vaches notamment, on sait très bien qu'elles vont continuer à émettre un petit peu de méthane, donc on aura toujours un seuil d'émissions incompressibles. Et donc c'est pour ça qu'en parallèle, on a une stratégie de séquestration avec des projets qui ont un impact positif sur la planète et les communautés. Et c'est très, très important pour nous aussi de mettre en avant des pratiques qui permettent de préserver la biodiversité sur toute cette stratégie de séquestration. L'objectif étant de pouvoir contribuer à la neutralité carbone, d'abord de nos usines en 2025, puis sur l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2050. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour nous de réduire d'un quart ? En fait, on a un bilan carbone de 4,4 millions de tonnes. Alors, ça, c'est notre bilan carbone de 2021, parce qu'il y a toujours un petit peu de temps quand on mesure le scope 3. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que finalement, nos émissions directes, ce n'est que 4% de nos émissions. Donc, les usines, c'est 4% de nos émissions. 96% étant du coup ce qu'on appelle le scope 3. Je pense que vous en avez entendu pas mal parler sur le salon. Et donc essentiellement l'amont laitier qui pèse pour presque 62% de nos émissions carbone. Bien évidemment, les émissions de méthane sont 50% de ces émissions-là. Et donc c'est important de comprendre que finalement on n'a que 4% de nos émissions qui sont directement dans nos mains et qu'il faut absolument qu'on travaille avec l'ensemble de notre chaîne de valeur, l'ensemble de nos fournisseurs, de façon à réduire notre empreinte d'un quart, du coup, d'ici 2035. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se focalise vraiment sur les plus gros leviers de décarbonation à travers l'ensemble de notre chaîne de valeur. Donc, je vous l'ai dit, évidemment, on commence par notre poste de responsabilité premier, qui est les usines, même si c'est que 4%. Ça, on travaille dessus depuis 2008. Et on a réussi à baisser en valeur absolue de 28% nos émissions de carbone depuis 2017. Et déjà, 89% de notre électricité est renouvelable. Le plus gros poste d'émission, c'est effectivement notre amont laitier. Donc là, on travaille vraiment sur la mise en place, l'implémentation de pratiques low carbone, je peux très bien le dire en français, basse en carbone, faiblement intense en carbone, je vais dire. Donc on travaille notamment sur l'implémentation de pratiques régénératrices. On développe tout ce qui va être libre accès au pâturage, donc notamment dans les pays où il y a une tradition pastorale. C'est le cas notamment en France et aux Açores. On développe de plus en plus des compléments alimentaires. Donc c'est des compléments alimentaires qu'on donne aux vaches et qui vont permettre de baisser leurs émissions de méthane. On a signé un partenariat avec une entreprise qui s'appelle DSM et on arrive à réduire entre 20 et 30% de nos émissions de méthane grâce à l'utilisation de ce complément alimentaire. On développe également tout ce qui est alimentation locale pour éviter la déforestation apportée des aliments qu'on peut donner à nos vaches. Et enfin, et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans notre stratégie de décarbonation sur l'amont laitier, on réalise depuis 2019
des diagnostics carbone dans nos fermes, de façon à bien comprendre déjà affiner nos émissions carbone, comprendre les pratiques, mettre en place des pratiques correctives et le suivre dans le temps. Donc tous les 3 ans, on retourne chez les agriculteurs pour refaire des diagnostics carbone de façon à suivre dans le temps l'évolution positive de ces pratiques. On accélère également, et ça c'est aussi un énorme levier pour nous, et aussi vous le voyez dans l'orientation stratégique que prend l'entreprise en allant de plus en plus sur le végétal. Et effectivement, là, bon, je ne sais pas si vous voyez à travers sur ce petit graphe, mais l'intensité carbone des produits végétaux est bien moindre que celle des fromages laitiers à partir de lait. Donc, plus on va sur du végétal, plus on baisse nos émissions carbone. On développe aussi, on travaille sur le packaging, qui représente à peu près 5% de nos émissions carbone, notamment en travaillant sur de l'éco-conception, en réduisant tout ce qui va être espace de tête, en optimisant vraiment nos packaging, en priorisant aussi le papier carton qui a un facteur d'émission inférieur à celui du plastique ou de l'aluminium, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est déjà 2/3 de nos emballages qui sont faits en papier carton, et 67% de ces papiers carton sont prêts au recyclage, sont recyclables, je vais y arriver, sont recyclés et ou certifiés. On s'assure également que nos packaging soient bien recyclés, et aujourd'hui c'est 83% de nos packaging qui sont pré-recyclage. Et comme je vous le disais, on travaille sur l'éco-conception pour réduire du coup les espaces de tête, etc., pour optimiser aussi derrière notre transport. Donc aujourd'hui, on travaille sur le transport, donc en optimisation de nos palettes, du remplaçage des camions, etc. Et on a rejoint un pilote en France qui s'appelle Fred 21 pour justement encore mieux mesurer nos émissions et tester des nouvelles pratiques. Donc typiquement, on réduit aussi les distances, on utilise des biocarburants. Voilà quelques exemples de ce qu'on met en place. Et je voulais terminer sur les outils aussi qu'on développe pour les collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sujet du carbone, chez Bell, on ne veut plus que ce soit du tout un sujet d'expert. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était considéré, c'était uniquement l'équipe environnement, l'équipe RSE qui parlait de ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est vraiment nos 11 000 collaborateurs qui sont capables de parler carbone, qui sont capables de mettre en place des actions de décarbonation. Donc on a fait et on continue à déployer des programmes de sensibilisation comme la fresque du climat, qui fait partie d'un programme qui s'appelle Actors for Good. Je sais, j'agis, je suis un activiste. On a développé des modules de e-learning aussi en interne pour travailler, pour améliorer la connaissance de nos collaborateurs sur les enjeux climatiques et ce que fait l'entreprise aussi, parce que bien souvent, l'équipe RSE ou les équipes environnement travaillent sur les plans de décarbonation, mais tout le monde n'est pas au courant de ce qu'on fait. On a aussi donc ça, c'est déjà voilà, comment on fait parler du sujet, comment on fait prendre conscience auprès de tous les collaborateurs de l'importance de travailler sur la réduction de nos émissions. On les intéresse également, puisque aujourd'hui, il y a le carbone qui est intégré dans le bonus de nos collaborateurs. Donc les atterrissages sur le scope 1 et 2, les émissions de nos usines, nos collaborateurs sont intéressés sur la réduction. On a mis en place aussi un outil qui n'est pas spécifique à Bell, mais qui est très efficace, notamment pour faire des arbitrages en prenant en considération les impacts carbone. On a mis en place un prix interne du carbone, aligné sur la trajectoire 1,5 degré recommandée par le GIEC, donc à 150 € en 2023, et on fait augmenter ce prix jusqu'en 2030 à 270 €. Donc on y va palier par palier. Et ça, c'est encore une fois un vrai outil pour qu'à chaque instance de décision, on puisse intégrer les enjeux du carbone. On a développé un certain nombre d'outils aussi pour nous aider à
faire des analyses de scénarios environnementaux en fonction de, par exemple, sur le packaging. Nos développeurs packaging ont la possibilité de tester plusieurs scénarios et de voir celui qui a le moins d'impact environnemental complet, pas que sur le carbone en l'occurrence. Et on a développé un outil dont on parle beaucoup maintenant, qui s'appelle le Bell Carbon Impact Tool, qui permet à l'ensemble des collaborateurs de voir l'empreinte carbone du produit, de la marque, du pays, de façon à vraiment engager tout le monde, faire comprendre à tout le monde l'empreinte de leurs produits, de leur marque, de leur pays, et pouvoir piloter d'une certaine manière, notamment leur mix produit, mais piloter leur empreinte carbone et voir effectivement quand ils mettent en place des actions, les impacts que ça a sur la contribution à la trajectoire du groupe. On a mis en place aussi des KPIs carbone, un KPI carbone pour nos innovations et nos rénovations, de façon à ce que systématiquement il y ait la discussion lors des discussions avec les marques pour lancer tel ou tel produit, pour qu'on intègre les enjeux du carbone. Et enfin, on réalise depuis 2 ans un business plan carbone à la fois pour les métiers et pour les marques, où on va voir quelle est la trajectoire carbone de ces métiers, avec tous les leviers de décarbonation, et on les aura derrière. L'idée, c'est vraiment de les mesurer, les identifier, les mesurer, les prioriser, de façon à ce qu'on voit si on est bien dans la bonne direction, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir mettre en place des projets pour aller un cran plus loin dans notre objectif de décarbonation avec cette target de 2035. Voilà en quelques mots. Et très belle prise en compte du carbone, on le constate au sein de Bell, avec quand même un certain recul. Nous, on l'a vu, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, notamment sur le logiciel de reporting. Et on a vu qu'entre ce que vous demandiez il y a 10 ans, ce que vous demandez, posez comme question aujourd'hui dans l'outil, ça a bien évolué. Donc forcément, il y a eu des étapes, beaucoup de chemin pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc peut-être justement un mot sur comment on en arrive là où vous en êtes aujourd'hui, quelles a été peut-être les évolutions dans la gouvernance, les évolutions sur quelles ont été les étapes structurantes pour en arriver là. Donc comment finalement on en arrive là où vous en êtes déjà aujourd'hui, parce qu'il y a du chemin qui a été parcouru, parce qu'un certain nombre d'entreprises commencent aussi sur ces sujets, donc ils sont intéressés pour voir comment on arrive là où vous en êtes. Alors, je pense que c'est important de rappeler que une étape importante, c'est finalement notre président qui est arrivé en 2001, qui est quelqu'un de très engagé, qui a compris très vite que, vu que c'était une entreprise familiale et que son objectif, c'est de transmettre aux futures générations son entreprise, avoir un business viable sur une planète qui ne l'est pas, ça ne marche pas. Donc, notamment sur le climat, il a vraiment porté en fait, cette ambition pour le groupe. Donc c'est d'abord une histoire de personne. Et après, c'est vrai qu'on a une autre étape clé qui était à partir du moment où on a, sur le carbone, fait notre premier bilan sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, de façon à voir finalement là où sont les plus gros impacts, de façon à mieux prioriser nos actions et aussi se rendre compte, parce que c'est vrai qu'on travaille depuis 2008 sur la réduction de l'empreinte de nos usines. Encore une fois, tout à fait normal, et c'est par ça qu'il faut commencer, c'est d'abord ce qu'il y a dans nos mains. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément mis autant de focus sur l'amont laitier. On avait mis en place quelques pratiques sur l'amont durable, mais pas forcément très orientées sur la partie pratique bas carbone. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on a mis en place les diagnostics carbone en ferme pour affiner aussi notre connaissance des pratiques effectivement mises en place au niveau des fermes, mieux comprendre notre empreinte et là où on peut agir, mieux comprendre les leviers. Donc ça, c'est aussi un moment important. On a fait notre premier bilan en 2016 de manière très macro et en 2017 où on a vraiment appliqué le GAG protocole, donc la méthodologie pour pouvoir avoir un bilan un peu plus fin. Et tous les ans, on améliore cette empreinte.
cette finesse d'empreinte. Une autre du coup, en parallèle, quand on a fait notre premier vrai bilan carbone, on a pris des engagements SBTi, d'abord alignés sur la trajectoire de degrés, puis conscient de l'urgence climatique, on a réaffirmé notre volonté d'aller un cran plus loin et on a pris des engagements alignés sur la trajectoire 1,5 degré en 2022. Donc ça aussi, c'est des éléments très structurants pour l'entreprise pour montrer le cap. Et du coup, une fois qu'on monte le cap, la dernière étape, j'ai envie de dire, qui est encore longue à construire bien sûr, mais c'est justement d'avoir réuni ce département finance et RSE et de permettre ce qui nous a permis de développer, parce que finalement on a pris l'exigence on a essayé de développer tout ce que fait la finance sur le carbone, en mettant en place des outils. Et là, aujourd'hui, c'est plus uniquement l'équipe environnement ou l'équipe RSE, c'est vraiment nos 11 000 collaborateurs qui ont la possibilité d'agir au quotidien sur la réduction de notre empreinte. Donc, en gros, c'est les étapes marquantes que je nommerais. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais voilà, pour moi, qui sont les plus pertinentes, je trouve. Merci pour ces étapes importantes à suivre. Et peut-être justement une question, parce que vous disiez, donc, il y a un focus sur aujourd'hui la Montlaitier pour vous. Quelle granularité justement vous portez à la collecte de l'information parce que voilà, pour piloter, forcément, il faut suivre, collecter la donnée. Le niveau d'effort que vous mettez aussi, est-ce que depuis le départ, vous avez toujours eu le même effort sur tous les sujets? Est-ce que vous adaptez en fonction des sujets? Vous êtes encore en train de rechercher ce juste équilibre entre l'effort et la donnée dont vous avez besoin pour continuer à piloter? Ouais, c'est une bonne question. En fait, donc je vous disais, on a fait notre premier bilan en 2016, ce qui était très macro. En 2017, on a vraiment quelque chose de plus précis, plus juste, mais tout en utilisant beaucoup de facteurs d'émissions génériques. Et en fait, d'année en année, on améliore la finesse de notre bilan carbone. Et il nous a été assez rapidement mis en avant le besoin d'aller sur des facteurs d'émissions spécifiques, donc notamment sur nos fermes où on récupère le lait directement. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces diagnostics carbone. Et très clairement, donc tous les ans, on améliore ce bilan carbone. Et en plus, là, c'est bien parce que ça fait depuis 2019, donc on a déjà eu 3 ans où on a pu voir vraiment les impacts des pratiques sur notre empreinte. Et c'est vrai qu'on se rendait compte que finalement, il y a certains facteurs d'émissions spécifiques qui étaient très différents du générique. Donc ça a été important pour nous. Et c'est vraiment là où on a focalisé nos efforts. J'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a certains postes d'émission, on sait qu'ils existent, comme par exemple notre empreinte numérique, mais clairement, on ne va pas mettre beaucoup d'efforts pour aller sur une finesse parfaite sur l'empreinte numérique, alors qu'on sait que c'est vraiment l'épaisseur du trait, comparativement à à Montlaitier, par exemple. Donc, évidemment, on agit sur tous les leviers, et c'est aussi pour ça qu'on permet à l'ensemble de nos collaborateurs de leur mettre à disposition des outils. Mais c'est vrai que le focus qu'on va mettre ne va pas forcément être avec le même poids sur chaque impact dans l'entreprise, chaque poste d'émission de l'entreprise. D'accord, donc une construction aussi au fur et à mesure d'affiner les postes principaux, mais avec une vision macro et au départ pour comprendre d'où étaient les gros postes. Et avec le temps, bien sûr, on va aller sur encore plus de finesse, évidemment. C'est ce qu'on voit à travers l'outil Tenaxia. Le niveau de demande n'est pas le même sur tous les sujets. Vrai. Oui, on est un peu. Alors, nous, on a un peu challengé Tenaxia il y a quelques années pour dire bon, alors nous, on aimerait avoir ça, plus ça, plus ça. Donc, effectivement, en termes aujourd'hui, Tenaxia, on mesure, on utilise l'outil pour avoir l'ensemble des paramètres au niveau de nos usines. Et effectivement, on a demandé à ce qu'on puisse aussi voir le scope 3 dans l'outil Tenaxia, qui puisse faire une consolidation de toutes nos données pour avoir sur le même outil tout notre bilan carbone consolidé. Très bien. Alors, ce qu'on disait au début, c'est que finalement, le carbone, c'est un sujet, mais la RSE, ce n'est pas forcément que le carbone. Il y a aussi d'autres sujets où il y a aussi peut-être des axes de travaux. Alors,
Vous êtes plutôt côté environnement, donc on va peut-être regarder justement quels sont vous les autres sujets que vous regardez au niveau environnemental et quel niveau d'effort vous mettez aussi sur ces sujets, où vous en êtes dessus. Voilà. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, on a plusieurs piliers sur la RSE, effectivement, donc on met beaucoup notre focus sur l'amont laitier, enfin l'amont, tout ce qui est agriculture durable avec l'agriculture régénératrice. Donc là, on met un gros focus dessus. Et donc, pour essayer de faire ce qu'on fait sur le carbone, sur les autres indicateurs de performance environnementaux, eh ben, en fait, on s'inspire beaucoup de ce qu'on a fait sur le carbone. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de développer l'ambition eau pour le groupe. Donc, on passe par une empreinte globale sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qu'on est en train de construire en ce moment. L'ambition est aussi de développer un outil comme le Bell Carbon Impact Tool pour avoir l'empreinte au produit, de façon aussi à ce que derrière, ça puisse permettre à l'ensemble des collaborateurs de comprendre les enjeux aussi sur l'eau. Après, avec un sacré challenge, parce que l'eau, c'est pas juste un sujet global avec une molécule, enfin oui, une molécule, mais c'est pas un sujet dont les solutions vont être au niveau global. C'est vraiment des solutions locales, des enjeux locaux, et c'est des facteurs multiples. C'est-à-dire, on a aussi bien des facteurs de quantité, les mètres cubes d'eau, mais aussi des facteurs de qualité avec la pollution de l'eau. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des choses sur lesquelles il va falloir qu'on utilise tout ce qu'on a fait très bien au niveau de la sensibilisation des collaborateurs et au niveau des outils pour s'inspirer et le faire sur effectivement nos autres indicateurs de performance environnementaux comme l'eau. On le fait aussi sur la biodiversité, par exemple. La biodiversité, on fait partie, on est l'une des 17 entreprises à avoir été sélectionnées par le Science Based Target Network pour du coup tester le step 3. Alors en gros définir des objectifs sur la biodiversité. Mais ça, c'est un travail qui est long. Les enjeux de la biodiversité, pour la mesurer, ça fait des années qu'on cherche la solution parfaite. Donc, voilà, on teste avec le Science Based Target Nature pour essayer de mettre en place finalement le même type je vais dire d'objectifs, en tout cas d'aller aussi loin que ce qu'on fait aujourd'hui sur le carbone. Et donc en termes de gouvernance, en termes de process reporting sur l'eau, la biodiversité, vous essayez de vous rapprocher un peu de ce que vous avez fait sur la partie carbone justement? Oui, tout à fait. Donc déjà dans Tenaxia, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de mesurer l'empreinte eau, mais encore une fois, là c'est très usine. On n'a pas l'information sur le reste de notre scope 3. Enfin, j'appelle ça scope 3, mais on va dire scope indirect, parce que ça ne marche pas trop comme ça sur l'eau. Mais enfin, en tout cas, notre scope indirect. Sur notre scope direct, effectivement, on est capable d'avoir l'empreinte, enfin la consommation en mètres cubes, et certaines données sur la qualité par rapport aux rejets que font les usines dans le milieu. Très bien. Merci beaucoup, Flora, pour cette intervention. Peut-être laisser maintenant la parole à la salle si vous avez des questions à poser. Je vais peut-être repasser le micro. Bonjour, j'avais une question, c'était sur le scope 3. Est-ce que vous le calculez directement dans l'outil Tenaxia, vous le suivez directement à travers Tenaxia, ou c'est quelque chose que vous calculez par ailleurs et après vous importez? C'est une bonne question. En fait, on a pas mal d'outils. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, on a Concur qui nous aide à avoir des informations sur les transports des collaborateurs qu'on prend en compte dans notre bilan. Du coup, on a effectivement, on prend les informations de différentes plateformes comme Concur par exemple, comme nos diagnostics carbone. Donc on va aller consolider de la donnée sur plein d'outils différents et après on remet tout ça effectivement dans Tenaxia qui va le consolider. Ça répond. Merci. Les facteurs d'émission sont rentrés dans Tenaxia et vous permettent ensuite d'avoir vos équivalents CO2 on a un fichier entre les deux qui fait ça.
Bonjour, moi j'avais une question plutôt sur l'impact environnemental au sens large. Donc je veux savoir si vous avez mis en place des pratiques d'ACV sur vos produits, c'est-à-dire pas uniquement sur le climat, l'eau, mais un peu plus large. Et est-ce que vous avez vraiment fait des impacts, voilà, des ACV sur certains produits, y compris leurs emballages? Oui, tout à fait. Alors déjà, l'outil qu'on utilise, qui s'appelle EcoPack sur nos emballages, c'est un outil d'ACV. Parce qu'effectivement, on n'a pas juste l'impact du carbone ou l'impact de l'eau, on a vraiment tous les indicateurs de performance environnementaux. On a aussi un score unique qui permet de faire une pondération des différents impacts environnementaux et ce qui nous permet derrière de faire de la comparaison entre différents scénarios packaging. Donc ça, on le fait avec cet outil. Et auparavant, on a effectivement, je crois que notre première ACV, elle date de 2009, si je ne dis pas de bêtises, sur un certain nombre de produits, enfin de produits iconiques chez nous, qui nous ont aidés aussi à mieux comprendre nos impacts et du coup aussi à prioriser nos actions. Mais on l'a fait de manière ad hoc et on l'a auprès de cabinets de conseil qui nous ont fait les analyses de cycle de vie. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question sur la stratégie globale RSE. On a vu que sur le carbone, vous avez mis un niveau d'ambition qui est hyper élevé. Est-ce que, du coup, cette ambition va tirer les autres ambitions sur les autres piliers vers le haut? Je pense notamment aux volets sociaux, sociétaux. Ou est-ce qu'au contraire, c'est pour rattraper finalement d'autres ambitions? Comment ça s'inscrit dans un point de vue plus global? Alors, en fait, c'est vrai qu'on a un peu commencé par le carbone, parce que d'une certaine manière, c'est plus simple. C'est un peu un gros mot de dire ça, mais c'est vrai que voilà, le carbone, c'est la même molécule partout sur la Terre, donc il y a une métrique, donc c'est assez simple. C'est vrai que sur les autres enjeux, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur l'eau par exemple, c'est plus complexe. Donc c'est pas tellement qu'on n'a pas envie d'y mettre autant de poids, bien au contraire, on a envie d'aller aussi loin sur les autres piliers RSE, bien évidemment. C'est juste que c'est peut-être ça demande un peu plus de temps pour mettre en place quelque chose de suffisamment holistique et d'être sûr que voilà, on ne passe pas à côté de certains enjeux en répondant, enfin voilà, en allant vers la définition de nos ambitions sur chacun des enjeux RSE du groupe. Donc on le fait là typiquement sur la biodiversité. On est en train, voilà, à travers le pilote qu'on teste avec le Science Based Target Nature, pour justement définir finalement c'est quoi les objectifs pour le groupe, ce qui fait le plus de sens. Alors en plus c'est un pilote on démarre par un pilote au niveau d'un site et après pour voir comment c'est duplicable sur l'ensemble de nos sites, parce que là encore ce sont des enjeux locaux bien souvent, donc il faut des réponses locales et des targets locales. Alors que encore une fois le climat c'est plus facile parce qu'on peut prendre un enjeu global pour tout le monde. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. C'est pas parce que spécialement on aime plus le climat que la biodiversité. Non. Donc tout est lié. Hein, donc voilà. Bonjour, merci. C'était pour savoir, vous avez dit que vous êtes 11 000 collaborateurs. Et que représente votre équipe RSE en termes de nombre de personnes vis-à-vis de ces 11 000 collaborateurs? 11 000 collaborateurs, puisqu'on a des outils maintenant, donc c'est pour ça. Non, on est 5. Donc on a notre directrice RSE, que vous avez peut-être vu en conférence hier, et on a une responsable sur l'agriculture durable. Elle fait aussi le pilier biodiversité, une responsable sur l'économie circulaire, donc le packaging, le food waste notamment, et moi qui m'occupe du climat et du carbone, donc ça fait 3 personnes. Une 4e personne qui, elle, va aider à opérationnaliser l'ensemble de nos KPIs RSE pour le groupe. Donc typiquement, c'est avec elle que je travaille sur l'outil Bell Carbon Impact Tool pour le déployer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Voilà, donc on est 4, chapeautés par une directrice RSE. Mais bien évidemment, voilà, on travaille avec tout le monde dans l'entreprise, donc tout le monde fait un peu de la RSE, bien évidemment. C'est l'ambition. Bonjour. Ma question porte sur un de vos produits qui sont les pommes potes, parce que vous nous décrivez un dispositif qui est très impressionnant au niveau macro.
Et d'un regard profane, extérieur, les pommes-potes, c'est une toute petite quantité de compote enrobée dans une grosse quantité de plastique. Donc je me posais juste la question, par exemple, est-ce que vous connaissez le poids carbone d'une pomme-pote? Et est-ce que ce n'est pas un exemple de produit qui passe un petit peu entre les mailles du filet, ou comment ça se passe? Alors non, c'est pas un produit qui passe dans les mailles du filet. Je ne sais pas si là, vous le voyez bien. Ouais. Là, vous avez l'empreinte carbone tout au bout à droite de la pomme-pote du Go Go Squeeze. Et à côté, vous avez la moyenne des fromages Bel. Donc, effectivement, une pomme-pote a un poids carbone. Je crois qu'on est autour de 2,5, quelque chose comme ça. Un peu moins. Et on travaille aussi sur sa décarbonation. Alors, c'est vrai que par rapport sur le fromage, on a clairement le poids carbone des ingrédients laitiers qui pèsent énormément dans le bilan. Là, sur la pomme-pote, c'est moins. Alors, c'est un tiers à peu près par rapport au packaging et au transport. Donc ça a un impact. On le suit bien évidemment et on a des plans d'action qui sont intégrés aussi pour travailler sur la réduction des impacts liés au packaging, au transport, mais aussi on a un programme de verger responsable qui met en place des pratiques d'agriculture régénératrice, puisque là aussi, c'est pas parce que c'est un arbre qu'il n'y a pas derrière des impacts environnementaux. Donc on suit bien tout ça, effectivement. Bonjour et merci pour votre intervention. Juste une petite question par rapport à l'écosystème des partenaires. Comment, et c'est surtout quand je dis partenaires, c'est aussi vos fournisseurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement avoir cette co-innovation et cette possibilité d'innover? Parce que toute seule, vu le nombre de partenaires, vous devez avoir des dizaines de milliers de fournisseurs, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Merci. Alors, déjà, par rapport à nos fournisseurs, on leur demande de remplir la plateforme EcoVadis. Donc, on fait partie des premières entreprises à avoir rejoint la plateforme. On participe aussi pour la faire évoluer. Et du coup, on engage nos fournisseurs à s'améliorer en termes de performance sur EcoVadis. Donc ça, c'est un premier point important pour nous. Et puis, c'est vrai que sur le lait collecté, donc nos éleveurs, pour travailler avec eux, on a notamment, je vous citer l'exemple de la France, on travaille avec à peu près 700 éleveurs en France qui font partie d'une association qui s'appelle l'APBO. Du coup, on travaille main dans la main avec cette filière pour mettre en place les pratiques plus durables. Et après, dans notre écosystème, il n'y a pas que les fournisseurs, bien évidemment, on travaille avec plein d'autres parties prenantes, comme des ONG, comme le WWF, qui fait partie, avec qui on collabore depuis 2012. J'aurais aimé revenir justement au carbone. Dans ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une mesure du scope 3 qui a été affinée avec le temps depuis le premier bilan 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, vous disposez quand même du recul suffisant et des données suffisantes, ou d'une certitude suffisante pour décrire, et du coup, laquelle est-elle, la trajectoire carbone depuis 2016 du groupe? Oui, puisque alors c'est plutôt depuis 2017 dont on part, parce que 2016 c'était vraiment très macro. Mais c'est pas pour rien que notre ambition carbone, elle est sur elle est en comparatif de 2017 à 2035. Donc oui, on suit dans le temps effectivement l'évolution de notre bilan carbone. Et après, je suis pas sûre du coup d'avoir super. Oui, du coup, on est sur effectivement. Alors oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre ça. On a baissé de 12% entre 2017 et 2021, du coup, nos émissions carbone, voilà, sur l'ensemble de nos scopes. Moins 28% sur le scope 1, 2, et quand on ajoute le scope 3, on est à moins 12%. Alors après, bien sûr, c'est pas linéaire, parce que le temps de l'inertie, parfois, il peut y avoir des petits pics, et puis après, voilà, au final, ça permet... on est quand même sur une tendance bien baissière. Et du coup, j'en profite. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir sur une stratégie de compensation?
Vous avez déjà mis en place ou c'est en cours de réflexion? Oui, alors du coup, on travaille sur... Alors nous, on n'appelle pas ça une stratégie de compensation, mais plutôt de séquestration. Donc on est en train de mettre en place justement avec des partenaires. Alors nous, on veut vraiment travailler avec des partenaires, les acteurs locaux. On ne veut pas travailler avec des intermédiaires, aussi parce qu'on veut mettre en place... Enfin, on veut être sûr de l'exigence des projets sur le terrain. Notamment, comme je vous disais, sur la préservation de la biodiversité et l'implication que ça a sur aussi les communautés locales. Et donc, oui, on a un certain nombre de projets assez divers, comme de la reforestation, comme de la conservation de parcs en Afrique, comme là, on fait partie du fonds Livelihood également. Et puis, on est en train de travailler sur un projet assez rupturiste. Je ne peux pas trop vous en dire aujourd'hui, mais dans quelques mois, vous en saurez plus. Mais ça va être sympa. Il reste, je crois, 1 minute ou 2 s'il reste une dernière question. Bonjour, vous disiez tout à l'heure que vous alliez le côté finance et le côté impact environnemental. On a vu vos objectifs de baisse qui sont à moins 25% d'ici 2035. C'est ça ou pas en carbone? C'est ça? En valeur absolue? C'est moins 27%. C'est encore mieux. Ouais, tout à fait. Et quelles sont du coup, quelle est votre ambition d'un point de vue augmentation de volume de vente d'ici 2035? Alors, dans nos projections, quand on a soumis notre dossier auprès du Science Based Target, on s'est basé sur une croissance de 3% par an. Donc, ça intègre, bien sûr, la croissance. Après, il y a ce qu'on prévoit et puis la réalité. C'est pas forcément aussi linéaire, évidemment. C'est pour ça qu'en intensité, en réalité, on est à moins 57%. Cet objectif. Voilà. Mais encore une fois, on avait des objectifs d'intensité sur notre première soumission en Science Based Target. On avait pris un engagement en valeur absolue sur le scope 1, 2 et sur le scope 3, on n'avait pris que de l'intensité. Et là, du coup, en 2022, on a pris uniquement des engagements en valeur absolue de façon à avoir un impact vraiment au niveau de la planète. Eh ben, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci beaucoup, Flora, pour votre intervention. Avec plaisir. Merci à vous. On voit qu'effectivement, ça se construit dans le temps, ça prend du temps, mais qu'on peut y arriver en n'étant finalement pas si nombreux que ça. Ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes étapes structurantes, bons outils aussi. Les bons outils et disposer aussi de la bonne donnée. Donc, merci beaucoup, Flora.